Au Bénin, certains partis de l'opposition, quand bien même ils n'ont pas encore garanti leur participation aux législatives de 2023, déclinent déjà les grands sujets qui vont meubler leur campagne. Si pour l'heure, l'enjeu capital reste encore leur participation au scrutin, certains responsables de ces formations politiques entendent défendre devant les populations que c'est le gouvernement qui est responsable de la fragilité du pouvoir d'achat des Béninois avec la floraison des taxes et la cherté des produits de première nécessité. Au sein de l'opinion, l'on se demande si ce n'est qu'un fouvoiement ou si ce discours va permettre à ces formations politiques de lever des sièges donc au sein de la 9e législature au Parlement. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Carré Politique qui reçoit Prudent, Nasséou et Sergino Lokossou. Prudent, bonjour. Bonjour Paul Danoué, bonjour aux téléspectateurs de BNews. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tado FM. Sergino Lokossou. Bonjour Paul, bonjour à tous. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Non, Vive d'Afrique. Vive d'Afrique, ça, là, je me suis un peu perdu avec Syriac Dekeno. Oui, voilà. Vive d'Afrique. Vive d'Afrique. Oui, les formations politiques de l'opposition s'apprêtent déjà pour le scrutin de 2023 et pour eux, c'est la question de la cherté de la vie qui va leur servir de sujet capital sur lequel ils vont surfer pour combattre, entre autres, les formations politiques de la mouvance présidentielle. Je pense que c'est de bonne guerre parce que nous sommes en politique et en politique, il faut souvent surfer sur l'actualité du moment, on va dire. Donc, je crois que les opposants, dans leur ensemble, surfent sur cette actualité de cherté de la vie. Et qu'ils vous souviennent que cette cherté a commencé, pas forcément au Bénin, ça a ses racines ailleurs, dans d'autres pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les opposants, ils n'ont pas tort de prendre la cherté de la vie comme thème de campagne pour certains. Et quand vous suivez les démocrates qui ont fait une tournée récemment dans plusieurs localités, c'est ça qui a été défendu devant les populations, la cherté de la vie. Mais je pense qu'au-delà de cette cherté de la vie, c'est de proposer de réelles alternatives aux populations. Les populations savent qu'il y a cherté de la vie, savent pas, certaines personnes au sein du peuple connaissent déjà les raisons de cette cherté de la vie. Maintenant, qu'est-ce que ces opposants proposent aux populations pour la cherté de la vie? Le tout ne suffit pas de dénoncer la cherté de la vie, le tout ne suffit pas de s'insurger. Quand on s'insurge, on s'engage. Quel est l'engagement que les opposants sont en train de prendre pour pouvoir aider le peuple béninois à ne plus ressentir ce choc-là? C'est là la grosse interrogation. Et moi, je pense qu'au-delà de cette cherté de la vie, c'est vrai, il faut parler de la cherté de la vie, c'est vrai qu'il faut incriminer certaines options du gouvernement en place, certains fonctionnements en ce qui concerne les moyens qui ont été déployés par le gouvernement pour alléger un tant soit peu ce choc-là que ressentent les populations. Je pense que fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est vrai, c'est de dénoncer, mais de proposer de réelles alternatives. Qu'est-ce que les opposants proposent aujourd'hui au peuple? C'est ce que nous voulons savoir. Quelle est l'alternative réelle que ces opposants proposent au peuple? Le tout ne suffit pas de dénoncer, mais je pense que cherté de la vie, qu'est-ce qu'ils entendent faire par rapport à cette cherté de la vie? Il ne suffit pas de brandir cherté de la vie pour aller au Parlement. Et je pense que le fait de parler de cherté de la vie dans les contrées du pays ne garantit pas que les opposants auront des députés à l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la participation d'abord à ces élections législatives. Est-ce que c'est acté que ces opposants, enfin, dans leur majorité, les formations politiques légales de l'opposition, est-ce qu'ils ont déjà le quitus pour participer à ces élections? C'est là la grosse interrogation. Et je pense que la question fondamentale qu'on devrait entre autres se poser, c'est que la loi électorale telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que cette loi permet à toutes les formations politiques de l'opposition d'aller aux législatives? C'est la grosse interrogation. Thème de campagne, c'est vrai, mais il faut quand même s'assurer qu'on veut participer à ces élections avant de penser au thème de campagne. Je pense que c'est de bonne guerre. Ils sont des opposants. Les opposants ne caressent pas forcément ce que font les gouvernants dans le sens de la poêle, à mon avis. Prudent Nasséou, en termes de consultation électorale, les acteurs politiques font souvent feu de tout bois pour brandir, pour lever, j'allais dire,
des arguments concrets sur ce que tel doit faire ou ce que tel ne doit pas faire. Est-ce que pour l'heure, il faut remettre en cause la politique de gouvernance au sommet de l'État en s'attaquant à la cherté de la vie, au point même d'en faire un thème de campagne? Si les opposants ne saisissent pas, on va dire, cette actualité-là au bon dans leur descente sur le terrain, qu'est-ce qu'ils offriront? Ils n'ont rien à offrir au-delà justement de critiquer les grandes actions du gouvernement qui ont des conséquences, on va dire, sociales regrettables pour les populations. Parce que, ne l'oublions pas, le gouvernement lui-même a conscience de la gravité, donc des éléments à charge utilisés par les opposants. C'est d'ailleurs pour cette raison que rapidement cette tournée contre la cherté de la vie a été initiée pour, dit-on, on va dire, dissiper ces contre-vérités qui sont distillées. Or, il se fait que chaque camp politique joue sur les choix donc, de ses vis-à-vis. L'opposition ne peut qu'attaquer les choix qu'il juge pas judicieux du gouvernement. Et ça se comprend. Je suis entièrement d'accord qu'aujourd'hui, il y a une cristallisation des thèmes de campagne de l'opposition autour, justement, on va dire, de la cherté de la vie, mais ça va au-delà, parce qu'il y a aussi, on va dire, dans le discours des opposants aujourd'hui, on observe qu'il y a les thèses confligènes qui sont aussi évoquées, le déni de la démocratie, le retour, on va dire, à un certain nombre de vieux démons qui sont brandis aujourd'hui par les opposants pour ternir l'image et l'action du gouvernement. Et donc, pour moi, ce sont des thèmes forts qui seront utilisés, mais le gros défi reste le défi de la participation, parce que ne l'oublions pas, depuis un certain temps, les élections au Bénin ne sont plus inclusives. On a beau faire de trouver on va dire, des erreurs, ou du moins, on a beau faire de trouver des reproches aux opposants, comme quoi, manque de volonté, ils ne sont pas prêts, et ce débat risque de revenir, d'autant que quand on observe bien, on se demande si le jeu sera vraiment ouvert, parce que nous sommes à moins de 6 mois de cette élection, donc visiblement le code électoral, comme l'ont souhaité beaucoup de personnes, ne pourra pas être relu. Donc nous allons compétir avec ce code électoral de 2019 qui a permis donc d'avoir un parlement où on a 2 partis politiques représentés, du fait non pas de la volonté des partis d'y prendre part, mais du fait de la disqualification de beaucoup de formations politiques. Il y en avait que, on se rappelle encore, ces 2-là dont les listes ont été validées. Et pourtant, ces mêmes dispositions sont toujours en vigueur. Donc, aujourd'hui, ne l'oublions pas, il y a cette affaire de quitus fiscal qui pourra aussi pénaliser un certain nombre de gens. Or, les partis politiques ont l'obligation de valider leur liste au niveau de toutes les circonscriptions électorales du pays. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire de fusion de partis politiques, il est question de candidater donc au niveau de toutes les 24 circonscriptions. Ne l'oublions pas, le nombre de sièges passe à 109, avec une place de choix pour 24 femmes dans les circonscriptions électorales. Il y a ce critère de 10%, donc il y a un certain nombre d'éléments qui vont venir justement plomber la volonté des forces de l'opposition à participer à cette élection-là. C'est vrai que les acteurs politiques sont ce qu'ils sont. On espère vivement que le jeu sera un peu plus ouvert cette fois, parce que ne l'oublions pas, le taux d'abstention qu'on a observé pour les différentes élections qui se sont tenues depuis un certain temps est aussi symptomatique de on va dire, de cette remise en cause. De cette désapprobation des réformes. De cette remise en cause, je dirais, de la transparence dans nos élections. Parce que je le dis comme ça, j'ai observé que beaucoup de gens ont un dédain à aller voter parce qu'ils se disent que les cartes, il y a un déséquilibre quelque part. Donc il y a une exclusion quelque part que les populations expriment à travers leur volonté de ne pas y participer. Le taux d'abstention pour les dernières élections, en tout cas les dernières élections qu'on a tenues, les taux d'abstention sont extrêmement élevés et montrent bien que les populations ont des intérêts par rapport à nos élections. Or, ils savent, bien sûr, quel est le rôle des députés à l'Assemblée nationale. Donc, dès lors que le jeu est déséquilibré, il n'y a plus d'entrain
pour les électeurs d'y participer, d'y prendre part. Et donc ça s'observe à travers les faibles taux de participation qu'on remarque. Au regard de ce déséquilibre que vous avez indiqué il y a un instant, est-ce que ce n'était pas l'occasion pour les formations politiques de l'opposition de saisir au bon l'appel du président d'honneur, par exemple, du parti MPL qui a appelé ses pairs à une fusion? Non, la question de la fusion, en mon sens, aujourd'hui, elle n'est pas bienvenue, d'autant que les partis politiques de l'opposition peuvent individuellement garder leur identité. Dès lors que ces partis ont pu franchir le cap du ministère de l'Intérieur, ils existent déjà légalement et on peut dénombrer plusieurs partis de l'opposition aujourd'hui qui ont une existence légale. Mais quelle est leur représentativité? C'est là où j'en viens. La question de la représentativité, pour moi, ne se pose pas dès lors que ces partis politiques ont pu produire la liste de leurs congressistes au niveau de tout le territoire national. Est-ce qu'on est d'accord? À partir de ce moment, ça veut dire que ce sont des partis suffisamment représentés qu'on pourrait laisser compétir et mesurer leur force à l'aune justement de cette élection-là. Et je suis certain, ça je l'affirme, que si on laissait compétir ces formations politiques, les citoyens qui ne se retrouvent pas dans l'action du gouvernement trouveront en ces partis politiques-là des alternatives aux députés actuels, que certains entre griffes et gratignent à travers un certain nombre d'interventions. Quand vous suivez, on se dit que c'est des députés qui sont à la solde du gouvernement. Or, dans la tête de la plupart des Béninois qui sont attachés à la démocratie, même sans aller à l'école, les gens sont conscients que ce sont les députés qui doivent contrôler l'action du gouvernement et que leur promiscuité avec le gouvernement n'arrange pas forcément la gestion au sommet de l'État. Et donc, je disais que la question de la fusion des partis politiques de l'opposition, en mon sens, ne sera pas la meilleure option, mais il va falloir que ces partis-là travaillent à participer à cette élection. Mais malheureusement, en tout cas, j'observe de ma position de journaliste que ce n'est pas le manque de volonté qui les pénalise. C'est simplement parce qu'il y a un déséquilibre quelque part. Il y a une ruse quelque part. Il y a un rapport de force qui se joue quelque part. Sergino Lokosso, président Nassirou, a parlé de déséquilibre certainement dans le processus électoral. Bien sûr. Processus électoral. Est-ce que vous autres, vous espérez voir les formations politiques comme le MPL, les démocrates au sein de la 9e législature qui va s'installer dans quelques mois? Écoutez, pour toute personne qui est attachée à la démocratie, c'est d'avoir plusieurs sons de cloche au Parlement, qui est le siège même de la politique. Le haut niveau de la politique, c'est le Parlement. Donc, quand vous êtes béninois attaché à la démocratie, quand vous connaissez l'histoire de votre pays, c'est toujours bien d'avoir plusieurs sons de cloche au Parlement. Moi, mon souhait, c'est d'avoir beaucoup de partis politiques à l'Assemblée nationale pour que qu'il y ait de vrais débats au sein de notre Parlement. Et ce qu'on va souhaiter, c'est, je l'ai dit à l'entame, est-ce que la loi va permettre à tous ces partis de participer à ces élections? Quand vous laissez la loi, ces partis, c'est vrai que ce sont des élections de proximité. Il faut avoir, comme l'a souligné tout à l'heure le collègue, le confrère, il faut avoir des représentants un peu partout dans toutes les circonscriptions électorales. Est-ce que ces partis, quand on prend les partis dont vous citez, est-ce que ces partis ont des représentants un peu partout? Est-ce que ces partis pourront présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales? Parce que ce que j'observe aussi, le PRD même qui est vieux de plusieurs années, ce que j'observe, c'est vrai que les dirigeants, les premiers responsables de ces partis politiques sont présents sur les médias, les chaînes de télévision, les chaînes de radio, dénoncent un certain nombre de choses, c'est vrai. Mais le parti politique, ça ne se limite pas à Cotonou, ça ne se limite pas dans les grandes agglomérations du pays. Mais il faut trouver du personnel dans toutes les circonscriptions électorales, c'est ça qui est important à mon avis. Mais aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde crie, il faut ouvrir le jeu électoral. Est-ce que ces partis également travaillent à ce que le jeu soit ouvert? C'est là la grosse interrogation. Ce que je sais, c'est que la loi a été votée et que tout le monde se doit de respecter la loi, l'obéissance à la chose qu'on s'est prescrite, liberté, dira Jean-Jacques Rousseau. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus corriger la loi. La loi, elle est ainsi. Donc, c'est aux acteurs politiques maintenant de redoubler d'ardeur pour pouvoir participer aux élections. C'est très important. Et pouvoir lever des sièges également. Parce qu'aujourd'hui, il faut vous dire, le paradoxe aujourd'hui, c'est la participation en fait.
il y a 10 ans, ce n'était pas la participation qui posait problème, mais c'est le fait de lever des sièges qui posait problème. Aujourd'hui, maintenant, c'est la participation d'abord qui pose problème, et puis après la participation, il faut pouvoir lever des sièges, parce que dans la loi électorale, comme l'a rappelé le confrère, il y a la barrière des 10% qui est là. Est-ce que les partis ont l'ancrage nécessaire pour pouvoir franchir cette barrière des 10%? On se pose bien des questions. Maintenant, est-ce qu'on ne va pas assister au vieux démon, comme il a dit, de 2019? Finalement, on ne va pas trouver beaucoup de partis à l'Assemblée, parce que vous l'avez dit à l'entame, vous l'avez dit tout à l'heure, que le PLD, vu son assise un peu partout sur le territoire en griffe, son ancrage vieux de toutes les années, n'a pas pu franchir cette barre-là. Est-ce que les partis qui se créent à moins de 2 ans, 3 ans des élections législatives pourront avoir l'ancrage nécessaire pour pouvoir franchir cette barrière des 10%? Je me pose la question. Mais toujours est-il que nous sommes en démocratie, et l'un des principes phares de la démocratie, c'est la pluralité des voix à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on va souhaiter. Et puis que les uns et les autres travaillent pour l'ouverture du jeu démocratique. Parce que suis certain la démocratie béninoise, il faut le rappeler, a toujours fait école en Afrique de l'Ouest et un peu partout en Afrique. D'ailleurs, la conférence nationale de 90 a été... beaucoup de pays africains ont pris exemple sur cette conférence. Et donc le Bénin demeure une bonne démocratie. Et donc il faut que les acteurs politiques puissent travailler, que ce soit de la mouvance que de l'opposition, puissent travailler à ce que la démocratie, notre démocratie, fasse école. Vous avez espéré que ces formations politiques puissent décrocher leur ticket d'entrée au sein de la nouvelle législature. Je suis certain que les téléspectateurs se demandent si Prudent Lasséou partage cet optimisme-là que vous nourrissez. Non, je parlais de déséquilibre parce que j'ai observé qu'il n'y a pas réellement une ouverture. En réalité, si ces partis-là n'ont pas pu participer aux précédentes élections, ce n'est pas parce que ces formations manquaient de volonté ou parce qu'ils manquaient de volonté, non. C'est parce que, je l'ai évoqué, il y a un déséquilibre quelque part. Or, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas totalement réintégrés au processus. Parce qu'il faut voir la composition de la Sénat, où, en principe, les candidatures sont validées. Est-ce qu'on est d'accord ? Aujourd'hui, est-ce que les forces de l'opposition sont représentées au niveau du Conseil électoral? Non. Au niveau de l'Assemblée nationale, si l'opposition était encore à l'Assemblée nationale, aujourd'hui on parle de majorité et de minorité, si l'opposition était à l'Assemblée nationale, peut-être qu'elle induirait, de par sa représentativité, une relecture du code électoral. Et ça a été souvent fait, hein? Ça a été souvent fait à la veille de chaque élection. Mais ça n'a pas été le cas puisque... Mais parce que nous avons un Parlement qui a intérêt justement à ce que les autres ne viennent pas. Parce que ces deux formations politiques impriment leur hégémonie sur le Parlement. Or, ne l'oublions pas, en matière de représentativité, les députés de la mandature finissante sont les députés qui, si on prend le quotient, ont les quotients les plus faibles en matière de représentativité. Quand vous prenez les statistiques des élections antérieures, que vous comparez aux dernières, le taux d'abstention ou de faible participation de 2019, la faible participation a fait que les gens sont élus avec des voix qui permettaient aux conseillers de se faire élire au niveau des communes. Et donc, en matière de quotient électoral, le quotient est suffisamment faible. Et moi, j'estime que ceux qui n'ont pas participé à ces élections-là ne se retrouvaient pas justement dans ces représentants-là. Et donc, si on ouvre les élections aujourd'hui, ça va être, on va dire, un revers pour ces formations politiques-là, parce que j'estime que à travers la critique qu'ils ont essuyée, ils continuent par essuyer, ces députés, il y en a qui sont rejetés par le bas peuple. Et donc, ce bas peuple veut peut-être s'identifier à travers des représentants qui sont des autres courants politiques. Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand vous parlez du PRD, ne l'oublions pas, le PRD a participé aux élections communales et a perdu dans des départements où pourtant le parti a un fort ancrage. Oui. Quand on prend Porte-Novo, par exemple, ce qui s'est passé là-bas est symptomatique. Ceux qui dirigent aujourd'hui Porte-Novo ne sont pas les personnes désirés par les populations, les électeurs de Porte-Novo. Or, pourtant, en France, pour les dernières élections communales, il y a des listes indépendantes qui ont présenté des candidats et qui dirigent des communes en France. Or, nous sommes dans un modèle d'élection de proximité. Donc, finalement... Est-ce qu'on va dire que ceux qui dirigent la commune actuellement ne sont pas désirés vraiment par les populations? Non, quand je parle de désirer, il faut peut-être prendre les sites de la ville de Porte-Novo pour voir. Quand on prend ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est la force arrivée en 3e ou en 2e position qui dirige la commune, avec une faible représentation en matière d'élus. Donc, en matière de représentativité dans un contexte de circonscription électorale qui relève de la commune,
est-ce que c'est un cas d'école? Puisque nous sommes dans le cas des élections à la base. Et j'ai donné l'exemple de la France, qui est une grande démocratie aussi, où pourtant pour les élections communales, on a permis à des listes indépendantes de participer. C'est pour ça que je parlais de déséquilibre, parce que les partis politiques veulent se conforter une certaine hégémonie dans la gouvernance politique de notre pays et ont écrit des textes qui les arrangent. Ils ne pouvaient en être autrement. D'autant que dans les différentes mandatures qui se sont succédées ou au cours des différentes mandatures qui se sont succédées ou dans le processus démocratique qui a été ouvert depuis les années 90, on a observé que les partis politiques n'ont véritablement pas concouru comme la Constitution l'a demandé à l'animation de la vie politique. Et donc, ils se sont taillés cette primauté-là à travers les tests. Et c'est pour ça que je parlais de rapport de force et de déséquilibre. Mieux, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas les partis politiques qui gouvernent les communes à la base? Et pourtant, les communes ne sont pas les mieux gérées. Ces partis politiques manquent de former leur personnel. Et nous avons des gens, excusez du peu, qui sont leaders politiques ou qui siègent comme tels, mais qui n'apportent rien au débat démocratique. Puisque moi, je participe quand même à des sessions communales où j'observe que le personnel politique n'est pas à la hauteur de la mission, qui devrait être la leur à cette étape-là de notre démocratie. C'est certainement ce que la réforme du système partisan a voulu corriger un temps soit peu. Est-ce que les résultats peuvent aujourd'hui nous conforter? À cette étape, on ne pourra pas juger de l'efficacité. Mais c'est encore à l'aune de la réforme du système partisan qu'il y a plus de clivage au niveau, je dirais, du personnel politique et même des gens d'une même famille politique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, observez ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur les médias classiques, la guerre de leadership, les coups bas, les intrigues, c'est encore à ce moment-là, à l'aune de la réforme du système partisan, qu'on assiste le plus à cela. D'autant que la démocratisation qui devait consacrer l'ascendance des candidats de choix n'est pas actée au niveau des formations politiques aujourd'hui. Depuis 2019, là, dis-toi, est-ce que les grandes formations politiques qui animent la vie dans notre pays et qui sont proches du pouvoir ont renouvelé les instances dirigeantes? Non. Et pourtant, dans les tests fondamentaux que eux-mêmes se sont souscrits, ils ont dit qu'ils doivent pourvoir les différentes, on va dire, structures des partis politiques, les structures de base et tout ça. Oui. Le processus a été lancé, mais patatras, on a arrêté en plein processus. Donc ça montre qu'il y a, on va dire, un échec ou que la mayonnaise n'a pas toujours pris. Pourtant, depuis 2019, nous sommes dans l'expérimentation de la réforme du système partisan. Et les différentes sortes d'élections se sont succédées. Il y a eu l'élection législative de 2019, il y a eu celle communale de 2020, la présidentielle de 2021. Et pourtant, moi, en tant que journaliste, j'observe un déni de démocratie, je pèse bien mes mots, un déni de démocratie au niveau du fonctionnement des partis politiques. Parce que dans la charte des partis politiques, il est dit que ce sont le président doit venir des partis politiques. Et pourtant, oui, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les partis politiques eux-mêmes ont choisi Patrice Talon comme leur candidat. Et jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État ne s'est réclamé pour le moment d'aucune formation politique. C'est un échec cuisant. Sergino Lokosso, président Nassau dénonce ce qu'il a appelé un déni de démocratie. Peut-être que vos propos feront office de prédiction. Est-ce que au soir du 8 janvier 2023, si aucune formation politique de l'opposition n'arrivait pas à lever un seul siège au sein du Parlement, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Vous qui avez observé un peu tel que les choses se font depuis plusieurs années déjà, vous avez observé les dernières élections que le Bénin a organisées. Rien ne va se passer. Vous êtes citoyen. Rien ne va se passer. On va constater que ces partis n'ont pas pu avoir l'ancrage qu'il faut. Et que la loi électorale, moi je le dis, peut-être que je suis alarmiste, moi je pense que la loi électorale telle qu'elle est aujourd'hui ne pourra pas permettre à toutes les formations politiques de participer à ces élections, du moins de lever des sièges pour le Parlement. Donc si au soir des élections, on constate qu'il n'y a pas de parti d'opposition, on ne pourra rien faire. On va constater que la loi ne les arrange pas, du moins ils n'ont pas l'ancrage nécessaire pour pouvoir lever des sièges, parce qu'il y a la barrière des 10% qui est là. Il y a tout au moins le parti FCBE qui représente aussi l'opposition. Non, je ne refuse pas. Maintenant, les élections, ne nous voilons pas la face. C'est pas
la communion, où on fait le rang les dimanches pour aller prendre à la messe. Non, c'est des stratégies qu'il faut mettre en place. Les élections, ça s'arrache comme la priorité en circulation. Donc il faut mettre les garde-fous nécessaires pour pouvoir participer à ces élections, pour pouvoir lever des sièges. Et donc je pense aujourd'hui qu'on parle d'ouverture du jeu démocratique, c'est ce qui est conseillé en démocratie. Il faut que les deux forces puissent participer pour qu'il y ait, comme l'a souligné le confrère, pour qu'il y ait équilibre des forces. Il faut que le théorème des moments soit appliqué, qu'on nous a enseigné en quatrième, si j'ai bonne mémoire. Il faut qu'il y ait équilibre des forces. Et donc, en démocratie, c'est ce qu'on peut souhaiter. S'il n'y a pas équilibre des forces, nous ne sommes plus en démocratie. Et c'est ce que les acteurs politiques sont en train de faire. Je pense que le fait pour les anciens présidents d'aller voir le président actuel, je crois que des échanges, ils doivent quand même aborder la question des législatives, parce que ça ne fait pas une bonne image pour notre pays, pour notre démocratie, qu'à chaque élection, qu'il y ait seulement deux partis à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bon pour la démocratie. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait le jeu soit ouvert et que tous les partis politiques puissent participer à ces élections. Et nous sommes au Bénin. Le génie béninois peut, à la veille de ces élections, faire pas parler de lui. Et puis, ils peuvent avoir des dérogations à la loi électorale. C'est possible. La loi, il y a la loi et l'esprit de la loi. C'est vrai que telle qu'elle est, on ne voudra pas toucher, mais quand la situation est telle qu'il faut toucher la loi, je pense qu'il faut Nous allons amorcer un dernier tournant avant de sortir de cette émission. Pendant la séance, le Bénin a encore été attaqué. Les terroristes sont encore frappés. Avez-vous l'impression de ce que les bonnes dispositions ne sont pas en train d'être prises au sein de l'appareil sécuritaire et de défense dans le pays? Non, quand on observe ce qui se passe dans la sous-région, on doit pouvoir s'inquiéter. Aucun pays n'échappe aux attaques djihadistes. Parce que qui sont les djihadistes? C'est ça le gros questionnement. Donc les djihadistes, ce sont des gens qui sont parfois intégrés au milieu naturel où ils frappent. Ou parfois c'est des étrangers. Mais généralement, les djihadistes sont des recruteurs et recrutent parmi les enfants du pays. Donc, même quand ils sont dans un milieu, on les considère comme des fils du milieu avant de découvrir en fait qu'ils ont frappé, qu'ils ont attaqué. Et on se surprend chaque fois qu'ils attaquent. Donc, leur mode opératoire est tel qu'il va être difficile si le renseignement n'est pas, on va dire, prompt. Ça va être difficile justement d'intercepter à 100% leur velléité. Et donc ce qui s'observe est regrettable, et il faut souhaiter aujourd'hui que les populations coopèrent sur la base du renseignement et que l'État lui-même traite rapidement et sereinement ces renseignements-là. Parce que comment est-ce qu'ils opèrent? C'est qu'ils viennent dans le milieu où ils posent des mines, et quand ils posent des mines, c'est souvent dans les forêts. Là, c'est encore la complicité de la population qui se trouve, on va dire, appelée ou interpellée. Parce que généralement, quand ils viennent dans un milieu pour poser ces mines, ils ont besoin d'un certain nombre d'artisans, d'ouvriers qui ne renseignent pas les forces de sécurité à les déjouer, ou parfois ils frappent en plein cœur de ville et autres. Donc ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de coopération entre les forces de sécurité, de défense et les populations, surtout sur la base du renseignement, et qu'il y ait une promptitude. Évidemment, l'État devra aussi utiliser d'autres moyens sophistiqués pour contrôler pour sécuriser, je veux dire, les frontières. Voilà, pour limiter un tant soit peu les ravages et les dégâts des terroristes, parce que tous les pays passent par là désormais et la peur commence par gagner vraiment le terrain. Oui, Sergio Lekosso, on a l'impression parfois, quand on voit ces images, que l'État n'a pas les moyens. Vous avez vu dans ce commissariat, je crois, de Tangueta, la dernière fois, dans la commune de... je sais pas. Takora, je crois. Materi, je crois. Il y a Materi. Materi. Ça doit être Materi. On a eu l'impression de ce que le commissariat n'avait pas du tout de matériel. Parce que l'état, même dans lequel le commissariat se trouvait, était presque délabré. Je crois que fondamentalement, c'est la question sécurité à l'intérieur même du pays et puis au-delà de notre territoire, on va dire. C'est de renforcer, comme l'a souligné le confrère, renforcer les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité en équipement. C'est de les motiver parce que le Bénin est de plein pied dans le concert des nations qui sont frappées par le terrorisme et
pratiquement tous les moyens des attaques dans le nord. Le Bénin a mal à son nord, donc il faut que les gouvernants puissent renforcer la sécurité dans la partie septentrionale du pays, si possible, faire appel à des expertises extérieures pour pouvoir lutter contre ce mal qui écume la sous-région ouest-africaine. Je pense que c'est le moment pour nous de souhaiter à ces familles qui sont éplorées nos vives condoléances, ces soldats qui sont morts les âmes à la main, qui ont décidé d'offrir leur poitrine pour sauver leur nation. Ça n'est pas facile. Et donc je pense que les gouvernants font assez déjà en matière de défense de sécurité, mais c'est de renforcer, de motiver ces gens-là. Et surtout, comme l'a rappelé Prudent tout à l'heure, c'est le renseignement. Il faut avoir de bons services de renseignement. Il faut renforcer le renseignement. Et il ne faut rien négliger dans la partie septentrionale. Parce que les informations que moi je reçois de là-bas, c'est qu'à des moments donnés, les gens annoncent qui viendront. Par exemple, le commissariat qui a été attaqué, des informations que moi j'ai reçues de la partie septentrionale par des confrères de là-bas, c'est que les gens ont annoncé 2 semaines à l'avance qu'ils viendront attaquer. Mais ils ont négligé et puis finalement les gens sont venus attaquer. Donc je pense que des informations, même si c'est de petites informations qui n'ont l'air de rien, il faut prendre ça au sérieux parce que déjà qui sont rentrés sur notre territoire, c'est qu'ils peuvent frapper à tout moment. C'est de renforcer également le dispositif sécuritaire au niveau des frontières dans le nord pays et le renseignement également, c'est de trouver également dans les hôtels du septentrion, de mettre en place un dispositif de sécurité assez impressionnant pour pouvoir lutter contre ça. Prudent Nasséou, Sergino Lokossou, merci d'avoir participé à ce plateau avec moi. Nous allons sortir de cette émission par cette citation que je voudrais partager avec vous. Je cite, « Priez comme si tout dépend de Dieu, alors quand vous avez fini, allez travailler comme si tout dépend de vous. » Fin de citation. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour notre numéro de Carré Politique.